à tous, 大家好. Après 2 mois de pause estivale, je vous retrouve pour une nouvelle émission du Journal débridé. Aujourd'hui, nous sommes dans l'une des rues les plus hype de Shanghai, la Wukang Road. Regardez autour de moi, c'est magnifique, avec ses platanes, une touche bien française, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé un bon été. Bravo à Pierre qui a trouvé le nom du parc de l'émission précédente. Eh bien, oui, c'est bien le Jiabei Park. D'ailleurs, il nous fait un petit coucou. Bonjour Lisong, je m'appelle Pierre Puskarzik, j'ai 43 ans, je suis en Chine depuis 7 ans, je travaille pour Saint-Gobain et je suis un grand fan du Journal débridé. Je ne loupe aucune émission, j'aime bien toutes les séquences, on apprend toujours quelque chose. Je crois que ma séquence préférée c'est sur le bout de la langue, parce que ça me permet de progresser en chinois. Mais j'aime bien voilà, aussi l'invité mystère, globalement j'adore cette émission. Allez, on démarre sur les chapeaux de roue avec les actus insolites sur la Chine. On commence avec un news high-tech. Vous le savez, en Chine, on est friand de nouveautés incroyables. Eh bien, ça y est, c'est fait. Ai est devenue la première influenceuse totalement virtuelle, avec près de 100 000 followers sur Red, l'Instagram chinois. Vous vous souvenez, je vous parlais de cette application dans une émission précédente. Elle va faire de l'ombre aux influenceuses de chair et d'os. Moi, j'arrive pas à faire la différence. Et vous? Comme vous le savez, dans ce journal, on aime la cuisine. À Chengdu, une jeune artiste chinoise passionnée de peinture et de gastronomie a ouvert un espace Mofang, en anglais Mofen, qui réunit sous un même toit une scène musicale, une galerie d'art et un restaurant. Le concept est de s'amuser avec l'art jusqu'à créer des desserts à l'image de peintures célèbres. Manger le cri de Edouard Munch en dessert. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me laisse sans voix. On continue encore avec la gastronomie, mais là, c'est pas pour les êtres humains. À Shanghai, un restaurant destiné exclusivement aux animaux propose plus de 20 plats et snacks avec une dizaine de desserts. Ce restaurant a rencontré un grand succès car il insiste sur la qualité des aliments. En effet, une attention particulière est accordée au design des plats et à la texture des aliments. À quand le guide Michelin pour les restaurants d'animaux? Lors de la 18e foire automobile internationale dans la province du Jilin, dans le nord de la Chine, ce n'est pas une Ferrari qui a attiré l'attention des visiteurs, mais le design très particulier d'une Lamborghini. Et oui, sur la carrosserie étaient peintes des fleurs roses et rouges sur un fond vert criard, rappelant les motifs des habits traditionnels de la région du Nord. C'est difficile de ne pas passer inaperçu avec cette voiture. Alors, on fait un tour avec? Le plus grand planétarium du monde a été inauguré à Shanghai d'une superficie de plus de 55 000 m². Les visiteurs peuvent faire l'expérience de marcher sur la Lune grâce à la technologie VR et découvrir comment les astronautes vivent dans l'espace. Des originaux des parchemins de Newton, de Kepler et de Galilée sont exposés. On y trouve également des modèles de sondes, de radars, de robots et plus de 70 météorites, dont des lunaires et martiennes rares. Une vraie expérience muséale, immersive, inédite, qui donne un avant-goût du voyage dans l'espace. N'est-ce pas, Jeff Bezos? Toujours plus de robots. Vous le savez, au Journal débridé, on aime ça. On n'arrête plus le progrès. Et à Shanghai, les robots prennent désormais d'assaut les rues. Un distributeur automatique mobile, un bus autonome et un robot de tri des ordures sans pilote ont été testés sur la promenade au bord du fleuve Huangpu. Vous en pensez quoi? On ne pouvait pas ne pas parler des JO. Vive l'amitié franco-chinoise, jusque dans le sport. Et oui, si les Chinois gagnent certaines médailles, c'est aussi grâce aux Français. Cocorico. Par exemple, Hugues Aubry est le coach de Sun Yuen qui a remporté la médaille d'or en épée individuelle. D'ailleurs, cette image remplie de joie a connu un immense succès sur les réseaux sociaux chinois. Et pour finir, de quoi faire fondre vos petits cœurs avec des images de chiens, bien sûr. Depuis 1994, un moine bouddhiste, Zhixiang, a sauvé plus de 8000 chiens abandonnés des rues de Shanghai. Il s'occupait de chacun d'entre eux avant de leur trouver une maison. Avec l'aide des bénévoles et des autres moines du temple Baowen, ce moine 2.0 a recours aux réseaux sociaux pour recueillir des dons et trouver de nouveaux maîtres aux petites bêtes sans défense. Voilà pour les nouvelles insolites venant de Chine cet été. Depuis 2019, la Chine est le plus grand marché du fitness au monde avec plus de 50 000 clubs. Le secteur du sport et du fitness représente plus de 5 milliards d'euros en Chine. En effet, le gouvernement chinois souhaite avoir une population plus active
et l'augmentation du pouvoir d'achat chez les Chinois sont autant d'éléments qui laissent à penser que cette industrie ne ralentira pas. Aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vous parle de l'application chinoise sportive la plus populaire, Keep. Créée en 2014 par Wang Ning, jeune entrepreneur fraîchement diplômé, Keep est une application qui propose aux utilisateurs de créer des programmes d'entraînement personnalisés pour s'exercer n'importe quand et n'importe où. Keep compte près de 50% d'utilisateurs féminins. Plus de la moitié de ses abonnés ont moins de 30 ans. Une des stratégies de Keep pour accroître la notoriété des produits est les promotions KOL. L'acteur chinois Li Xian est devenu le premier participant célèbre de Keep et a lancé un défi pour brûler de la graisse rapidement. Li Xian est un acteur chinois des années 90 qui est devenu populaire en jouant dans des drames. Avec plus de 22 millions de followers sur Weibo, l'incroyable influence de Li Xian a sans aucun doute eu un impact important sur la visibilité de Keep. À part Keep, il y a également des applications telles que Youdo Run, Yuedongquan, Joy Run, Yuepaoquan, Kudong, Pacer, Dongdong. Les jeunes chinois troquent donc leurs habits et accessoires de designer contre des tenues de sport avec des baskets dernier cri pour adopter un mode de vie sain et dynamique. Pas mal, non ? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Les miennes ont été sportives. Et oui, j'ai regardé les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on va s'intéresser à quelques disciplines des JO. Allez, c'est parti. Situs, altus, fortus. Plus vite, plus haut, plus fort. On commence avec le mot Jeux Olympiques. En chinois, cela se dit Olympique Yundonghui. Olympique, c'est la traduction phonétique de olympique. Yundong signifie le sport et Hui, c'est la réunion ou la rencontre. Vous l'aurez compris, on se réunit pour faire du sport. Comme d'habitude, c'est logique. Mais Olympique Yundonghui, c'est un peu long. En général, on utilise plutôt l'abréviation Ouyunhui, comme vous qui dites JO. Si je vous dis une discipline chinoise, vous pensez à quoi ? Je parie que c'est le ping-pong. Franchement, je croyais que le mot ping-pong en français venait du chinois ping-pong. Ça me semblait logique, vu que le ping-pong est considéré ici comme le sport national. Pourtant, ce serait un Anglais, John Jack de Crowden, qui a généralisé le terme ping-pong via sa marque déposée ping-pong. Ping-pong en chinois, c'est l'onomatopée de ping-pong. Le son pong en chinois n'existe pas. Donc le ping-pong se dit en chinois ping-pong qiu. Qiu signifie balle et ballon. D'ailleurs, on retrouve le caractère dans beaucoup de sports de balle et de ballon. Zhu qiu, pied plus ballon, football. Shou qiu, main plus ballon, handball. Lan qiu, panier plus ballon, basketball. Shui qiu, eau plus ballon, water polo. Chers amis français, vous êtes un peu fainéants sur le coup. C'est que des anglicismes que vous utilisez. Au moins en chinois, on a fait l'effort de traduire de façon littérale. Pour terminer sur la balle, si je vous dis plume plus balle, yu mao qiu, à votre avis, c'est quel sport ? Eh oui, c'est le badminton. Et olive plus ballon, gan lan qiu, c'est quoi ? C'est le rugby. Ça, c'est du pragmatisme chinois. Un ballon en forme d'olive. C'est pas mal, non ? Passons à une autre discipline. Cela peut paraître surprenant, mais en Chine, il y a de nombreux haltérophiles, champions du monde. Ils ont remporté 7 médailles d'or à Tokyo. Haltérophilie, un mot bien compliqué pour moi. En chinois, ça se dit tu zhong. Tu, c'est soulever, lever quelque chose. Zhong, le poids ou lourd. C'est génial, non ? Celui qui soulève le truc le plus lourd, il gagne. C'est ça l'haltérophilie. On continue avec le plongeon qui a rapporté le plus de médailles olympiques à la Chine depuis les années 80. Maintenant que vous avez compris la logique de la langue chinoise, alors comment on dit plongeon en chinois ? Eh oui, plongeon se dit tiao shui, sauter plus haut. Tiens, 3 autres disciplines avec le mot tiao. Tiao gao, sauter plus haut. Le saut en hauteur. Tiao yuan, sauter plus loin. Le saut en longueur. Tiao ma, sauter plus cheval. Attention, c'est pas le saut d'obstacle, c'est le saut de cheval, un agrès de gymnastique artistique. Pour finir, je voudrais parler de la discipline dans laquelle les Français ont brillé.
8 médailles d'or au judo à Tokyo, chez les Japonais en plus. Bravo! Le mot judo en japonais est composé de 2 kanji, c'est-à-dire 2 caractères chinois. Rou Tao. Rou, ça veut dire souplesse. Et Tao, c'est le fameux Tao, la voie. Donc, le judo, littéralement, ça veut dire la voie de la souplesse. À propos de la voie, il y a une autre discipline additionnelle à Tokyo cette année. C'est le karaté. Son nom complet, c'est karaté do. Kong shou tao. Kong, vide. Shou, les mains. Tao, la voie. Le judo, c'est la voie de la souplesse, je veux bien. Mais le karaté, la voie des mains vides. Va savoir. Allez, j'espère que ça vous a plu ce petit cours sur le sport. N'hésitez pas à mettre d'autres noms de sport qui vous amusent en commentaire. Quant à moi, je vais continuer ma voie avec mon invité mystère. Salut Lissang, ça va? Tu vas bien? Ça va, ouais. Ravi de te revoir. Et Ouais. dis-moi, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, particulièrement dans cette rue Yuanlu? Tu connais pas cette rue? Je connais un peu, mais je pense que tu connais mieux que moi. Moi j'ai travaillé pendant des années dans le quartier puisque j'étais professeur à l'Alliance française et puis j'ai dirigé la librairie française. Ouais. Et c'est un quartier que j'ai vu changer et cette rue maintenant elle est vraiment, je trouve, très sympa. Il y a des platanes, c'est ombragé, des petits cafés un peu partout, donc voilà, j'aime beaucoup cet endroit. Tu veux faire un tour? Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez, ok. Bonjour, je m'appelle Johan Radomski, j'ai 49 ans, je suis français d'origine polonaise et j'habite à Shanghai depuis 13 ans. J'ai été professeur de français, directeur de la librairie française et aujourd'hui je suis auteur de bande dessinée et praticien du Tao. Eh ben écoute, là regarde, il y a une terrasse, si tu veux on va prendre un café ici. Tourteau fromager ou nai huang bao? Là, Huangba, c'est le petit pain à la crème pâtissière. Je suis pas trop fan. Moi, je suis plutôt tourteau fromager. Je viens de la région Poitou-Charentes. Et quand j'étais enfant, j'ai passé mon enfance dans le Berry, le centre de la France. Et donc, à chaque fois qu'on revenait dans le Poitou, c'était vraiment un signe qu'on retrouvait les racines. C'est aussi sentimental pour une autre raison, parce que pendant la guerre, mon grand-père était chef d'un groupe de résistants. Et tourteau fromager, c'était le nom de code pour la résistance dans les Deux-Sèvres. C'est-à-dire que quand Radio Londres voulait envoyer un message à la résistance, ils appelaient « j'ai un message pour tourteau fromager », ça voulait dire un message pour la résistance. Une vie chinoise de Li Kuan-wu ou le lotus bleu d'Hergé? Les deux, j'aime bien les deux. En ce moment, il y a une très belle expo Tintin à Shanghai, donc c'est l'occasion d'aller la voir. Et puis Li Kun-wu, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré quelques fois. Et c'est un auteur de bande dessinée vraiment intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui vient du Lian Huanhua, de la bande dessinée traditionnelle chinoise, où tu as juste une image par page avec du texte dessous. C'est une forme narrative un petit peu figée, un petit peu simple. Et Li Kun-wu, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inspiré de la BD occidentale, tout en gardant son style de dessin chinois. Et puis aussi, il s'est mis à raconter sa vie, des choses autobiographiques, à parler de l'histoire de la Chine, mais d'un point de vue vraiment personnel. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment nouveau dans la bande dessinée chinoise. Tai Chi Chuan ou boxe française? Alors boxe française, j'en ai fait un petit peu quand j'étais à Bordeaux. Et puis d'ailleurs à Bordeaux, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, j'ai commencé le Tai Chi Chuan. Et c'est quelque chose donc, que j'ai continué. Ici à Shanghai, j'ai mon prof de Tai Chi Chuan qui s'appelle Hao Yinju. Et donc je pratique régulièrement, j'enseigne même le Tai Chi Chuan. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça allie un travail sur le corps et aussi un travail de l'esprit. Et donc les deux se fondent harmonieusement dans le Tai Chi Chuan. Johan, ta première visite en Chine, c'était quand? C'était en 2008. J'ai été prof de français à l'université normale de Harbin. Donc on a ouvert le département de français. Et c'était vraiment super. Bon, moi j'ai commencé à apprendre le chinois là-bas. Et les gens du nord de la Chine étaient très accueillants. Donc voilà, je me suis fait beaucoup d'amis. Et puis j'ai aussi pratiqué là-bas le Qigong, le Tai Chi Chuan, etc. Donc c'était vraiment un bon moment.
ton expression chinoise favorite? Et quand je suis arrivé à Harbin, je suis allé au magasin acheter, et alors là-bas on dit très souvent manzo quand tu t'en vas pour dire au revoir. Et donc manzo, j'ai regardé ce que ça voulait dire, et ça veut dire va lentement, va à ton rythme, prends ton temps. Et j'ai trouvé ça super parce que je trouve qu'il y a une petite touche taoïste là-dedans. Hein, c'est de trouver ton propre rythme et de s'accorder à son rythme personnel. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette expression. Et comment tu intègres la culture chinoise dans ton quotidien? Eh ben déjà, j'ai une pratique corporelle quotidienne de Qigong, de Tai Chi Chuan, de méditation. Je me lève tôt comme beaucoup de Chinois, et puis ces aspects-là, je les utilise aussi dans ma création, parce que j'écris des récits, et donc il y a un processus de développement créatif qui suit exactement le même travail que pour prendre soin de son corps. Voilà, on prend soin d'une histoire, on la laisse pousser, donc c'est la même chose. Et Li-Song, en parlant d'écriture, j'ai amené des livres, je vais te montrer ça si tu veux. D'accord. Viens t'asseoir. Ok. La danse macabre. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le premier album de bande dessinée que j'ai publié avec un dessinateur français, Yann Taillefer. Et c'est une histoire qui s'inspire des légendes du Moyen-Âge. Et la cité des chiens. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire d'heroic fantasy qui a été faite avec un dessinateur polonais, Jakub Rebelka. L'histoire, en gros, on a une jeune femme qui est sous l'emprise de son oncle, un seigneur mauvais, et qui va trouver des compagnons pour lutter contre ce seigneur. Donc si je comprends bien, à la fois tu écris, tu crées des bandes dessinées, tu ne dessines pas mais tu écris des histoires. Ouais. Et en même temps, tu introduis des auteurs chinois de bandes dessinées en France. Oui, c'est l'occasion qui a fait ça, c'est pas mon métier, hein. C'est plutôt quelque chose d'amical qui s'est fait comme ça. Voilà, Li-Song, donc je t'ai présenté un petit peu des bandes dessinées, hein. C'est une partie de mon travail, de mes occupations. Et puis, si tu veux bien, je te propose d'aller au parc Zhongshan et je vais te montrer un petit peu de pratique de Qigong. D'accord, très bien, ok. Allez, on y va alors. Et tu connais le parc Zhongshan? Oh, bah oui, bien sûr. On est venu plusieurs fois, même pour tourner une émission et tout. Je vais t'amener à un petit coin au fond du parc, là, peut-être que tu connais pas là-bas. D'accord. Bon, Johan, on s'assoit un peu? Ouais, ici. Dis-moi, Yann, je voudrais savoir pourquoi tu t'es intéressé au Qigong? Bah écoute, quand j'étais à Bordeaux, j'avais une trentaine d'années, là je cherchais une pratique qui me permet vraiment de travailler corporellement. Donc j'ai essayé le Qigong, et alors je suis tombé sur une pratique très complète. Parce que non seulement j'avais un travail corporel, un travail de musculation, d'étirement, mais aussi je me suis aperçu que mentalement, il y avait un avantage pour moi. Et moi j'étais à l'époque assez nerveux, angoissé, et en fait ça m'a apporté une forme de calme, de sérénité. Donc voilà, je me suis passionné pour cette pratique. Mais j'aimerais te demander, toi qui es chinois, c'est quoi le Tao pour toi? En bref, pour moi, le Tao, c'est, voilà, comme bien traduit en français, la voie. Je pense que c'est une recherche personnelle, spirituelle, trouver un équilibre en soi. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que lorsque j'étais en France, j'ai rencontré des étudiants français qui apprenaient le chinois. Et une fois, un étudiant m'a dit, tu sais, en chinois, c'est magique. Vous dites, quand vous dites je sais, vous dites 我知道. Et en fait, 知 c'est déjà savoir, et Tao c'est la voie, c'est le Tao. Donc lorsque vous dites je sais, c'est pour dire je connais la voie. À l'époque, je n'avais jamais pensé à cet aspect-là. En fait, le Tao, non seulement il est dans on va dire, dans la pensée ancestrale chinoise, mais également dans notre langue quotidienne. Bon, Johan, en parlant du Qigong, etc., moi j'aimerais bien que tu nous montres un peu les mouvements. Écoute, je vais te faire rencontrer un de mes maîtres de vie. Ok. Je t'emmène. D'accord. Voilà, je te présente un de mes maîtres. Un arbre, c'est une blague? Mais non, c'est pas une blague. Un arbre, c'est un vrai maître de vie. D'accord. Hein, il faut imaginer qu'un arbre, d'abord, c'est juste une graine, une pousse, et peu à peu, au fil des années, il va monter, se déployer dans l'espace. Et donc, l'arbre, il nous enseigne quoi? Il nous enseigne
la persévérance, la patience, le courage. Oui. Hein, même s'il y a des difficultés, même si le temps est mauvais, même s'il y a une branche brisée, eh ben, c'est pas grave, on continue à avancer, à pousser d'année en année. D'accord. Hein, et tu vois, dans le Qigong, ce qu'on cherche à faire souvent, c'est imiter des modèles qu'on prend dans la nature. Oui. Donc là, eh bien, on va imiter l'arbre, on va faire comme notre maître. D'accord. D'abord, on prend une posture ici, pas trop large au niveau des pieds. Et là, c'est comme si on prenait l'arbre dans nos bras, tu vois. Ah ouais. Ok. Tu te poses tranquillement dans cette posture. Et maintenant, ce que tu vas sentir en toi, c'est la respiration. Il y a l'inspire et il y a l'expire. Et quand il y a l'expire, ça va descendre vers le sol. Quand il y a l'inspire, ça va monter à chaque fois. Et quand tu expires, tu te poses, tu te relaxes. Et on laisse maintenant l'arbre se déployer vers le ciel et bien vers la terre. Bon Johan, super sympa, j'ai appris énormément de choses sur le Tao avec toi. Hein. Je t'en prie, je t'en prie. Bah, c'est l'échange franco-chinois. Voilà. Écoute, si on veut savoir plus de choses sur toi ou sur le Tao, est-ce que tu as un site, tu as des conseils? J'ai un site, j'ai une chaîne YouTube. Donc il suffit de taper mon nom, Johan Radomski, et on tombe sur la chaîne. D'accord. Voilà. Ok, super. Sur ce, moi je te laisse. Ok. Tu restes ici? Ciao. Ouais, bah, je vais rester un petit peu, pratiquer un peu. Ok, allez, salut. Salut, ciao. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Une petite devinette pour finir. Si je vous dis filet plus balle, c'est quel sport? Allez, réponse dans un mois. À bientôt.